On étudie dans cette section l'injectivité, la surjectivité, et du coup la bijectivité des applications linéaires. On va commencer avec un peu de vocabulaire, concernant d'abord le noyau d'une application linéaire. Alors, on se donne deux espaces vectoriels E et F, et une application linéaire, petit f, de grand E dans grand F. Eh bien, petit f est injective si et seulement si le seul élément x de E dont l'image est le vecteur nul de f est le vecteur nul de E. Autrement dit, f de x égale 0 entraîne x égale 0. Voyons la preuve. Donc, si f est injective, c'est que f de x1 égale f de x2 entraîne x1 égale x2. En particulier, f de x égale f de 0e entraîne x égale 0e. Mais comme f de 0e, c'est 0f, l'image du vecteur nul par une application linéaire, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée, eh bien, cette assertion-là est exactement l'assertion étoile. Réciproquement, supposons que étoile soit vraie, et considérons deux éléments x1 et x2 de grand E tels que f de x1 est égal à f de x2. Alors, on passe tout du même côté, ça fait f de x1 moins f de x2 égale 0f, et puisque f est linéaire, f de x1 moins x2 égale vecteur nul. Alors maintenant, on applique étoile, et bien ça entraîne que x1 moins x2 est égal au vecteur nul de E, et donc que x1 égale x2. Et ça signifie que f est bien injective. Du coup, ça justifie la définition que voilà. On appelle noyau de f, donc une application linéaire de grand E de grand F, l'ensemble, alors le sous-ensemble de grand E, constitué des éléments qui ont pour image 0f par petit f, autrement dit des antécédents de 0f par petit f. Alors ça se note ker de f, c'est de l'anglais ou de l'allemand, j'ai jamais bien su l'origine, et en tout cas, ker de f, c'est l'ensemble des x dans E, tel que f de x égale 0f. Alors, j'ai dit que le noyau de f était un sous-ensemble, mais en fait, c'est un sous-espace vectoriel de E. J'ai rappelé qu'on le notait ker de f, mais on l'a déjà vu. Alors voyons ça. Il faut montrer que ker de f contient le vecteur nul de E. Oui, mais ça c'est très simple, parce que l'image par une application linéaire du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Et ensuite, il faut montrer que le noyau de f est stable par combinaison linéaire. Donc on prend deux éléments x1 et x2 dans le noyau de f, et lambda 1, lambda 2, deux réels. Et on calcule f de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Comme f est linéaire, ça fait lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2, et puisque x1 et x2 sont dans le noyau de f, ça fait 0. Autrement dit, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 est bien dans le noyau de f, qui lui-même est stable par combinaison linéaire. Alors on va regarder un exemple. On va prendre une application f de R3 dans R3, donnée par, alors, f de x1, x2, x3 égale
Alors, x2 plus x3, virgule x1, x3 et x1 moins x2. Alors, c'est bien une application linéaire, je vous laisse vérifier à titre d'exercice. Et ce que j'ai dit, c'est que x1, x2, x3 est dans le noyau de f, si et seulement si, eh bien, x1, x2, x3 est solution du système que voilà, x2 plus x3 égale 0, x1 plus x3 égale 0, et x1 moins x2 égale 0. Alors on applique la méthode du pivot, donc je vais échanger les deux premières lignes pour avoir un pivot en haut à droite, en haut à gauche, pardon, non nul. Donc j'ai x1 plus x3 égale 0, x2 plus x3 égale 0, et si je fais la bonne combinaison linéaire de la ligne 1 et de la ligne 3, j'obtiens moins x2 moins x3 égale 0. On voit que les deux dernières lignes sont équivalentes, donc c'est un système de rang 2, et les solutions sont de la forme x1 égale moins s, x2 égale moins s, et x3 égale s. Autrement dit, le noyau de f, c'est l'ensemble des s fois moins 1, moins 1, 1, avec s dans R. Et vous voyez bien que c'est un sous-espace vectoriel de E, et qu'il est de dimension 1 au passage. En tout cas, puisqu'il est de dimension 1, il n'y a pas de dimension 0, le Ker de f contient d'autres éléments que seulement le vecteur nul, et donc f n'est pas injective. Alors je vais souligner ce fait sous la forme d'une proposition qui n'a pas besoin de preuve, puisque c'est juste une réécriture de ce qu'on a dit. F est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul. On passe maintenant à la notion d'image d'une application linéaire. On commence par la définition cette fois. Donc, on se donne f, une application linéaire de grand E dans grand F, deux espaces vectoriels, et on appelle image de f, ce qu'on note im de f, eh bien c'est simplement l'ensemble des images par f des éléments de E. Autrement dit, c'est l'ensemble des éléments de grand F qui ont un antécédent par petit f. Alors ça s'écrit de manière précise. Im de f, c'est l'ensemble des y dans grand F pour lesquels il existe un x dans E tel que f de x égale y. C'est aussi ce qu'on note f de E, l'ensemble des images par f des éléments de E. Alors, comme pour le noyau, on peut montrer, et c'est ce qu'on fait maintenant, que l'image de f est un sous-espace vectoriel de grand F. Attention, hein, le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ, grand E, alors que l'image est un sous-espace vectoriel de grand F. Première chose, le vecteur nul de grand F appartient à im de f, puisque c'est l'image du vecteur nul de E. Et deuxième chose, il faut montrer que l'image de f est stable par combinaison linéaire. Donc je prends y1, y2 dans l'image de f, deux réels lambda 1 et lambda 2, et je veux montrer que lambda 1, y1 plus lambda 2, y2, cette combinaison linéaire, appartient bien à l'image de f. Or, puisque y1 est dans l'image de f, il existe x1 tel que f de x1 égale y1, et de la même manière, il existe x2 dans E tel que f de x2 égale y2. Alors du coup, ça veut dire que lambda 1 y1 plus lambda 2 y2, je peux l'écrire lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2, et par linéarité de f, ça vaut f de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Et donc on voit que lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 est bien l'image par f d'un élément de E.
Donc, im de f est stable par combinaison linéaire, et j'ai terminé la preuve de la proposition. Alors, pour fixer les idées, je reprends ce que l'on vient de voir. Une application linéaire petit f de grand E dans grand F est surjective, si et seulement si son image, im de petit f, est égale à grand F, l'espace d'arrivée. Pas de preuve, il s'agit juste d'une reformulation de ce qu'on a déjà vu. Par contre, je vais traiter un exemple. Et je reprends l'application linéaire petit f de R3 dans R3, dont on a étudié le noyau dans le transparent précédent. Donc c'est l'application linéaire définie par donc, f de x1, x2, x3 égale x2 plus x3, x1 plus x3, et enfin x1 moins x2. Donc la même que tout à l'heure. Je veux savoir donc si le vecteur y1, y2, y3 de R3 appartient ou pas à l'image de f. Or, y1, y2, y3 appartient à im de f si et seulement si il existe un triplet x1, x2, x3 de R3 tel que f de x1, x2, x3 égale y1, y2, y3. Composante par composante, ça donne le système suivant. x2 plus x3 égale y1, x1 plus x3 égale y2, et x1 moins x2 égale y3. Autrement dit, y1, y2, y3 appartient à l'image de f si et seulement si le système qu'on vient d'écrire est compatible. Alors pour voir ça, eh bien, on échelonne ce système, et on obtient, je vous fais grâce des quelques calculs, le système équivalent. Alors, x1 plus x3 égale y2. Ensuite, x2 plus x3 égale y1. Et la dernière équation, c'est 0 égale y1 moins y2 plus y3. Eh bien, on a la condition de compatibilité sous les yeux. y1, y2, y3 appartient à l'image de f si et seulement si y1 moins y2 plus y3 est nul. Autrement dit, l'image de f, c'est l'ensemble des triplets y1, y2, y3 de réel, tels que y1 moins y2 plus y3 égale 0. On a donc une équation de ce sous-espace vectoriel, et si jamais c'est nécessaire, on sait en trouver une base. Donc, je vous laisse faire, mais ce que l'on trouve, c'est que l'image de f est engendrée par les vecteurs 1, 1, 0 et 1, 0, moins 1, ou moins 1, 0, 1, par exemple. En tout cas, l'image de f, ça n'est pas grand F tout entier, c'est un sous-espace vectoriel de grand F de dimension 2, et donc f n'est pas surjective. Voici maintenant le fameux théorème du rang, qui est un des résultats importants de l'algèbre linéaire en dimension finie, au moins. Donc l'énoncé est le suivant, on se donne E et F deux espaces vectoriels, et on suppose que E est de dimension finie. Alors, pour toute application linéaire petit f de grand E de grand F, on a dimension de E égale dimension de ker de F plus dimension de im de F. D'ailleurs, la dimension de l'image de f, c'est ce qu'on appelle rang de f parfois, et c'est pour ça que cette propriété a pour nom théorème du rang.
Donc voici la preuve. Eh bien, elle repose sur le théorème de la base incomplète. Donc on se donne B0, une base de ker de f. On sait que ker de f est un sous-espace vectoriel de E est de dimension finie, tout va bien. Alors, cette famille libre de ker de f, eh bien, je peux la compléter en une base de grand E. Alors, j'appelle grand B égale U1, U2, UK, UK plus 1 jusqu'à UN, cette base de grand E, dont les premiers vecteurs donc sont les éléments de la base B0 de ker de f. Je prends un vecteur V dans l'image de f. Et bien par définition, il existe un vecteur U de E tel que f de U égale V. Puisque B est une base de E, mon vecteur U, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs UJ de la base B, donc U égale somme pour J variant de 1 à n des lambda J UJ. Alors du coup, V c'est f de U, et bien c'est la somme pour J égale 1 à n de lambda J f de UJ par linéarité de f. Mieux encore, les f de UJ sont nuls pour J plus petit que K, puisque UJ appartient à ker de f dans ce cas. Et donc, V s'écrit somme pour J variant de K plus 1 à N des lambda J f de UJ. Ceci est vrai pour n'importe quel V dans l'image de f, donc la famille grand F constituée de f de UK plus 1, etc. jusqu'à f de UN est une famille génératrice de l'image de f. On va montrer maintenant que c'est aussi une famille libre. Alors pour cela, eh bien, on considère une combinaison linéaire des vecteurs de la famille f. Donc on suppose que cette combinaison linéaire est nulle. Donc c'est la somme pour j variant de k plus 1 n de alpha j f de uj. On utilise la linéarité de f. Oui, donc on suppose que cette combinaison linéaire est nulle. On utilise la linéarité de f, et donc on obtient que l'image par f de la somme des alpha i uj pour j variant de k plus 1 à n vaut 0. Donc, somme pour j variant de k plus 1 à n des alpha j uj est un élément du noyau de f. Bon, B0 est une base du noyau de f, donc il existe bêta 1, bêta 2, bêta k, des réels, tels que la somme des alpha j uj pour j variant de k plus 1 à n est égale à la somme pour j variant de 1 à k de bêta j uj. Il s'agit bien d'un k tout là-haut. Oui, mais ça signifie que si on fait la différence de ces deux termes, eh bien on obtient une combinaison linéaire nulle des uj pour j variant de 1 à n. Comme la famille des uj, c'est la famille B, est libre, ben ça entraîne que tous les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls, donc en particulier que les alpha j sont nuls, et on a montré que f est libre. Donc ma famille f, qui était génératrice de ligne de f, est une base de l'image de f. Donc la dimension de l'image de f, c'est le nombre d'éléments dans la famille f, c'est-à-dire n-k. Maintenant on fait les comptes. On a vu que la dimension de E, c'est ce qu'on a appelé n, et n, je peux l'écrire comme k plus n-k, imparable. Mais k, c'est la dimension de ker de f, et n-k, on vient de voir que c'était la dimension de l'image de f. Donc finalement, on a bien démontré le théorème du rang. Alors ce théorème a pas mal de conséquences utiles, et on va en étudier deux maintenant. D'abord l'une que j'énonce sous forme d'un corollaire. Donc on se donne deux espaces vectoriels de dimension finie, grand E et grand F. Et on suppose que E et F ont même dimension. Attention, c'est important pour ce corollaire, on ne peut pas se passer de cette hypothèse. Alors, pour toute application linéaire f, de grand E dans grand F,
on a les deux équivalences suivantes. F est injective si et seulement si F est bijective, si et seulement si F est surjective. Voici la preuve. Alors, F est injective si et seulement si le noyau de F est réduit à 0. Autrement dit, la dimension du noyau de F est égale à 0. Mais alors, avec le théorème du rang, on obtient que la dimension de im de F, ça doit être la dimension de E, et par hypothèse, donc la dimension de F. Puisque l'image de F est un sous-espace vectoriel de grand F, cette égalité entre les dimensions est équivalente au fait que im de F soit égal à F. Donc finalement, F est injective si et seulement si l'image de F est égale à grand F. Oui, mais dire que l'image de petit f est égale à grand F, c'est la même chose que dire que f est surjective. Donc, f est injective si et seulement si f est surjective. Et du coup, les deux sont équivalents à f bijective. Voici maintenant une remarque qui est aussi une conséquence du théorème du rang, qui est moins fondamentale, mais qu'on va noter quand même. Donc on prend une application linéaire petit f d'un espace vectoriel grand E dans un espace vectoriel grand F, qu'on va supposer tous les deux de dimension finie. Alors, si la dimension de grand F est strictement plus petite que la dimension de grand E, alors petit f ne peut pas être injective. En effet, on écrit le théorème du rang. La dimension de E, c'est la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Puisque la dimension de l'image de F est plus petite que la dimension de grand F, eh bien, cette quantité est plus petite strictement que la dimension du noyau de F plus la dimension de grand E. Donc ça signifie que la dimension de quart de F ne peut pas être nulle. Et donc, F ne peut pas être injective. Autre résultat du même genre, si la dimension de E, cette fois, est strictement plus petite que la dimension de grand F, petit f ne peut pas être surjective. En effet, la dimension de l'image de f, c'est strictement plus petit, pardon, c'est inférieur ou égal à la dimension du noyau plus la dimension de im de f, puisque la dimension de quart de f, c'est un nombre positif ou nul. Maintenant, cette somme, ça vaut la dimension de E par le théorème du rang, et donc c'est strictement plus petit que la dimension de f. Ce qui signifie que im de f est différent de grand F, et que petit f n'est pas surjective.